Ces enfants n'en veulent pas à un drapeau donné, ils en veulent à la manière d'exercer un pouvoir. Ils viennent dire qu'il y a un pouvoir qui est inopérant et qui est même dangereux. Et le pouvoir qu'ils viennent sanctionner, c'est, je crois, selon les termes que j'ai entendus, il serait intéressant d'avoir que j'ai à ma disposition ce dossier pour qu'on puisse vraiment en juger. Ce qui est dit, c'est qu'ils veulent être placés au-dessous à peine de l'armée. C'est ce que j'ai compris. Cela signifie qu'ils viennent rendre visible une armée qui est souterraine. Toujours sous le chapitre du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, non seulement doit mener à s'interroger pour savoir réellement qu'est-ce que ces enfants ont voulu dire. Et deuxièmement, on ne m'a pas dit qu'ils ont cassé quoi que ce soit, ou ils ont cassé le mât. Ils ont remplacé le drapeau qui était sur le mât par un autre drapeau. Et donc, faisant partie de ce peuple, et pour moi, ils ont manifesté le contenu de la Convention internationale dont les peuples disposer d'eux-mêmes. Mon sentiment, puisque vous me le demandez, est que les enfants qui ont été emprisonnés doivent immédiatement être libérés euh, parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Vous allez me dire que ben, c'est les enfants qui ont descendu le drapeau, oui, mais vous allez me dire que c'est les enfants qui ont remplacé le drapeau du Congo par un autre drapeau, oui, mais vous allez encore me dire que euh, c'est les enfants qui ont créé la sédition, oui, mais alors, à ce moment, il faudrait arriver à trouver de véritables réponses. Une faute est sanctionnée par une règle qui doit préexister à la faute. Je voudrais qu'on me montre le règlement intérieur de ce lycée. Je voudrais qu'on me montre un seul cours où on enseigne, si ce n'est la morale, au moins l'éthique de fonctionnement du Congo aux élèves. Je voudrais qu'on me montre dans les cours qui sont enseignés, dans les leçons que les enfants devraient apprendre, qu'on me montre qu'il y a une seule ligne où on enseigne aux enfants le respect du drapeau, l'explication de ce qu'est le drapeau et aussi les sanctions qui en découlent. Je suis persuadé que nul d'entre vous ne peut, là, quand je vous parle, ne peut arriver à me le démontrer. Alors, évidemment, les gens fonctionnent à l'émotion, mais si l'institution qui sanctionne ne donne pas la règle préalablement, si l'État entier a lui-même enlevé toutes les règles qui sanctionneraient des actes comme celui-là, on ne peut pas, on ne peut pas arriver comme cela parce qu'un acte a été produit à une sorte de brutalité, et je dirais même parce que brutalité, parce que même, selon ce que j'ai compris, on interdit à ce lycée, aux lycéens, de pouvoir passer leurs examens à la fin. Les directeurs des études, les surveillants généraux, plus les représentants des élèves doivent nous identifier.
au plus tard samedi, tous ceux qui étaient autour de cet acte. 2. Toutes les inscriptions aux examens d'État des élèves des lycées techniques et commerciaux du 5 février sont suspendues. Au nom de quoi? Au nom de quoi? On interdit à ces enfants de pouvoir continuer euh, leurs cours. Mais sur quel fondement? Et plus grave encore, on met ces enfants qui ont été déjà sanctionnés avec, en relation avec un procureur qui pour moi est, je ne sais même pas où il a fait le droit, ce garçon, qui envoie ses enfants, nos enfants, en prison. Et pour y faire quoi? Pour y apprendre quoi? Être des salauds? Ils n'ont pas commis de faute. Quoi donc? C'est peut-être un scandale, ce que Maître Kunku est en train de dire. Mais ils n'ont pas commis de faute, je dirais, pour trois raisons. La première raison, et je l'ai déjà énoncé d'emblée, en disant que la loi doit préexister à la faute qui est sanctionnée. Si cette loi n'existe pas, le reste, c'est de l'émotion. On peut crier partout, mais nous sommes quand même dans un espace à la fois où les enfants doivent apprendre, mais ils doivent apprendre quoi? Quel est le programme qui est donné? Et si ce programme était donné, les enfants sauraient que si tu descends un drapeau, voilà les conséquences qui vont en découler. Donc, premier point, et c'est un point important, une loi doit préexister à la faute qui est sanctionnée une fois qu'elle est attestée, qu'elle est prouvée. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de faute. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Il faudrait qu'il y ait une loi pour que l'on puisse sanctionner une faute quand elle est commise. Cela est le premier point. Le deuxième point, ces enfants mettent à la place un drapeau qui n'est pas celui qui est connu des Congolais. Mais s'ils mettent ce drapeau à la place du drapeau qui n'est pas connu, on devrait aller en profondeur dans l'intention. Quelles étaient les intentions de ces enfants? Ces enfants n'en veulent pas à un drapeau donné, ils en veulent à la manière d'exercer un pouvoir. Ils viennent dire qu'il y a un pouvoir qui est inopérant et qui est même dangereux. Et le pouvoir qu'ils viennent sanctionner, c'est, je crois, selon les termes que j'ai entendus, il serait intéressant d'avoir que j'ai à ma disposition ce dossier pour qu'on puisse vraiment en juger. Ce qui est dit, c'est qu'ils veulent être placés au-dessous à peine de l'armée. C'est ce que j'ai compris. Cela signifie qu'ils viennent rendre visible
une armée qui est souterraine. C'est pas une personne. Je crois que c'est 16 personnes. Ces 16 personnes deviennent les personnages emblématiques d'une armée qui existe. Mais c'est quoi cette armée? À quel moment elle a été instituée? Elle est quand même pas née comme cela, de manière euh, ex nihilo. Elle a été construite. Il y a des personnes qui soutiennent cette armée. Sinon, qui leur aurait donné la simple idée de les faire, de les mettre un drapeau à la place d'un autre drapeau? Ça signifie que les gens qui font partie de cette armée, les enfants, ils connaissent ce drapeau. Mais ça signifie, si on va plus loin, c'est que le pouvoir qui est représenté par ce drapeau congolais n'existe plus. Il y a un autre pouvoir. Cet autre pouvoir, c'est certainement le pouvoir de la délinquance. J'ai entendu qu'on a tué des enfants, ainsi de suite. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de pouvoir. On a bien vu avec l'histoire de Sarah, je crois que c'est Sarah qu'elle s'appelle, cette gamine, l'enfant des gays. On a bien vu que lorsque le pouvoir judiciaire veut trancher une affaire dont il a tous les éléments, on voit arriver un contre-pouvoir militaire. On dit que c'est un capitaine qui a pris l'initiative de venir délivrer cette Sarah qui est en danger. Plaisanter, plaisanter. Et ce capitaine, c'est lui qui devait être sanctionné. Il fallait remonter un dengue. Vous avez peur d'un dengue? Il y a un problème. Ça signifie que nous sommes dans un pays qui est dirigé par les caïds. Eh bien, caïd pour caïd, il y a maintenant cette armée qui était jusqu'à présent sans doute officieuse, qui se, qui se proclame. Donc, armée pour armée, nous sommes dans un pays qui n'a plus aucune gestion du pouvoir. Et comme ce pays n'a plus de gestion du pouvoir, qu'un pouvoir vienne dire, nous sommes l'armée. Il faut sans doute arriver à comprendre ou ce qui est transmis à travers ce slogan, ou arriver à comprendre réellement l'enjeu du fonctionnement. Et d'autant que si je comprends bien, beaucoup de ces enfants qui l'emmènent à la délinquance sont mis à la délinquance par les gens qui sont au pouvoir. J'ai un dossier que je suis euh, dans ce pays, tenu par la réserve, mais on sait bien, vu les pièces que j'ai, qui crée ces commandos. C'est cela qu'il faut aller chercher. Ce ne sont pas ces enfants. Ces enfants, mis à la manœuvre, sont venus nous dire, nous transmettre le message selon lequel il y a une armée souterraine qui existe. Cette armée, elle est dans les grandes villes. Elle est donc importante. Et c'est un pays qui a connu beaucoup de milices. Depuis Massamba Débat, on sait les milices, comment ça fonctionne. Et donc, il faut prendre en main la gestion politique du pays où que les incompétents démissionnent. Mais ces enfants ont eu un message. Et puis le troisième point qui me paraît très important, le troisième point, ce ne sont pas des enfants qui ont été pris en flagrant délit, comme l'on dit souvent. Non seulement ils viennent démonter le pouvoir actuel en démontant le drapeau, mais encore plus, quand ils mettent un autre drapeau à la place, ils filment l'événement eux-mêmes.
Et en fait, c'est l'événement qui est diffusé sur les réseaux sociaux, qui, semble-t-il, vont alerter le ministre, qui viendra prendre des fausses décisions, que je demande d'abolir, de retirer immédiatement. Mais en plus, c'est eux-mêmes qui diffusent un acte qu'ils ont commis. Vous savez ce que ça signifie cela? On doit cela à un terme, à une explication, à une signification. C'est ce que l'on appelle la résistance. C'est-à-dire, du coup, nous n'avons pas affaire à des délinquants, mais nous avons affaire à des résistants. Et la résistance, c'est pour cela que, si curieux que cela paraisse, j'avais dit qu'on n'a pas affaire à des gens qui ont commis des fautes, mais nous avons affaire à des personnes qui viennent manifester leur résistance au pouvoir existant. Or, la résistance fait partie de ce qu'on appelle le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes est né dans l'entre-deux-guerres, quand les peuples cherchaient, particulièrement les peuples de l'Occident, cherchaient à se rendre indépendants. Mais et je dirais même, avant même les Nations Unies, ce droit avait été mis en place. À l'époque où on parlait de la Société des Nations, la SDN. Parce que partout où l'homme a été, un peuple a été opprimé, il cherche toujours les moyens pour s'en sortir. Et donc, ce qui est particulier, c'est que il a fallu la Première Guerre mondiale, il a fallu la Deuxième Guerre mondiale, et surtout, il a fallu toute cette période de décolonisation des États, particulièrement des États africains, pour qu'on puisse donner une structure de nature juridique et politique aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et la dernière version qui a été faite du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a même autorisé une rébellion armée. Et cette rébellion armée et ce droit, ce principe, plus qu'un principe, cette disposition à utiliser même une rébellion armée, cette disposition est encore actuellement présente dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, si on regarde cela, cet acte doit être analysé comme un acte politique. Ces enfants, ces jeunes, ils ont pour eux le courage que les adultes n'ont pas. Ils ont pour eux le sens du risque pour porter la colère de toute une nation. Ils ont pour eux le courage de manifester parce que ce qu'ils ont fait, en réalité, ils en ont une compréhension.
Et cette compréhension, il l'affiche. Et en affichant cette compréhension, on arrive à ceci qui est vrai, qui est le peuple est en colère. Mais les hommes et les femmes dans cette nation, ce sont des couards, ce sont des gens qui ont peur, les gens qui n'osent pas dire leur mécontentement, les gens qui sont devenus des véritables esclaves. Vous êtes des esclaves. Vous n'osez pas vous lever. Ou bien vous dites beaucoup de choses, mais les risques, vous ne les prenez pas. Ces enfants ont pris ce risque. Ils auraient même pu prendre le risque militaire, puisqu'ils savent que le seul pouvoir qui existe au Congo, c'est le pouvoir militaire. Il n'y a pas de pouvoir politique au Congo. Donc, vous comprenez, quand on fait l'exégèse de cet acte, que nous arrivons à une action qui est typiquement politique. Parce que si ces enfants, on les enferme encore dans ce qui concerne, euh, dans ce qui concerne le banditisme, mais si c'est eux, ce banditisme a été commis longtemps, longtemps, bien avant. Ils savent comment le faire. D'ailleurs, même les gens comme les Ndengue et consorts, ils les utilisent pour aller dévaliser des maisons, ainsi de suite. C'est ce que j'ai dit à toi, Ndengue, si c'est un mensonge, je te donne l'autorisation de me porter plainte. Je sais que tu ne le feras pas. Tu as des milices quand tu menaçais même de brûler le Congo jusqu'à Oyo et machin, mais tu sais bien de quoi tu parlais. Donc, travailler dans l'ombre, aller tuer les gens dans les maisons, et ainsi de suite. Ces enfants, si c'est sont ces enfants-là, savent le faire. Ils n'ont pas besoin de se livrer en pâture. Et en plus, c'est eux-mêmes qui ont diffusé. Donc, ce qu'ils ont diffusé, c'est quoi? C'est de dire que maintenant, il faut un drapeau autre que celui qui est là. Donc, il faut un pouvoir différent. Et je crois que c'est là que ce que nous disons dans cette émission, que nous disons dans le grand procès, prend du sens. Parce qu'un procès doit décoder les actes qu'on appelle les faits. Et c'est parce que les faits sont décodés, c'est parce que les faits sont expliqués que l'on peut arriver à un véritable procès. Je pense et j'ose espérer que parmi les magistrats, les juges d'instruction, je ne sais pas combien de procureurs il y a dans ce pays, en tout cas, il y a quand même des gens intelligents qui savent analyser les faits. Donc on ne peut pas, un, pour des lois qui ne préexistent pas à l'acte, pour des faits qui n'ont aucune dimension délictuelle, prendre ses enfants pour des délinquants. Les actes sont pensés, les actes sont politiques, et il faut que ce soit à partir des actes politiques ou d'une analyse politique qu'il faudrait prononcer le non-lieu par rapport à ces enfants. Si le pouvoir n'existe pas, il n'existe pas. La preuve a été établie.
Le fait de s'inscrire dans l'ordre juridique et qui a été proclamé en dernier ressort le 24 octobre 1970, toujours sous le chapitre du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, non seulement doit mener à s'interroger pour savoir réellement qu'est-ce que ces enfants ont voulu dire. Et deuxièmement, on ne m'a pas dit qu'ils ont cassé quoi que ce soit, ou ils ont cassé le mât. Ils ont remplacé le drapeau qui était sur le mât par un autre drapeau. Et donc, faisant partie de ce peuple, et pour moi, ils ont manifesté le contenu de la Convention internationale du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Ils ont eu le courage que les adultes n'ont pas, malheureusement, parce qu'on les a affaiblis, parce qu'ils sont entrés dans une sorte de logique de la peur, parce que ils n'ont pas la conscience que les jeunes ont que le pays où nous sommes en train de le perdre. Qu'on soit à l'étranger, qu'on soit dans le pays, ce n'est pas la désapprobation de cet acte qui doit sauver le pays. Au contraire, c'est de reprendre l'élan, de se lever et de savoir dire non, parce que nous sommes un peuple. Et en tant que peuple, on ne doit pas accepter l'esclavage. Parce que ce que vous prenez pour des chefs, des présidents, tout ce que vous voulez, ce sont des hommes et des femmes qui sont arrivés pauvres au pouvoir, qui ont tué, même avec de leurs propres mains, les enfants du pays. Et vous leur donnez une légitimité. Les jeunes vous disent ils ne sont pas légitimes. Que même leur armée, ces jeunes osent dire nous pouvons même remplacer cette armée. Voilà, voilà le vrai message. Donc il faudrait, même s'il n'y a pas peut-être beaucoup de cette sorte d'analyse et de maîtrise du droit, nous pouvons et nous devons examiner la situation congolaise sous l'angle du droit international public. Parce que nous avons droit à la liberté. Rappelez-vous, le premier grand procès que nous avons dit, c'était de dire que les droits de la première génération, c'était les droits de la liberté. Tout homme naît libre, et homme naissent libres et égaux en droit. Et donc, ces enfants doivent être regardés autrement, doivent nous interpeller autrement. Et pour moi, je conclue en disant qu'ils n'ont commis aucune faute. Ils n'ont commis aucun acte délictueux. J'ai lu des gens qui ont dit que c'est un crime. Il n'y a pas eu de crime. Il n'y a pas de crime. C'est des cris de liberté. Et cela ne mérite pas la prison. Voilà le grand procès. Le procès de notre pays, le procès de notre lâcheté et le grand procès qui nous oblige à ne plus dormir. Comme un capitaine avait dit à Jonas, ceux qui connaissent la Bible, est-ce qu'il est encore temps de dormir? Ou autrement dit,
Pourquoi dormez-vous alors que le droit est entre vos mains et les enfants commencent à le manifester? Je vous remercie.